Aura lieu entre septembre et octobre. L'annonce a été faite par le président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au Niger, confusion concernant le contrôle de Bosso. Le maire de la ville annonce qu'elle est aux mains de Boko Haram. Des propos démentis par le gouvernement nigérien. Au Brésil, l'ex-chef d'État Lula da Silva a déclaré que la présidente destituée Dilma Rousseff devrait revenir au pouvoir pour corriger ses erreurs. C'était lors d'une réunion syndicale. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'opposition congolaise se déchire autour d'une réunion convoquée à Bruxelles pour exiger la tenue de la présidentielle avant le terme de mandat du président Joseph Kabila. Le conclave devait s'ouvrir ce mercredi matin et s'achever demain jeudi par l'adoption d'une déclaration commune. Mais un groupe d'opposants partant ce mardi soir de Kinshasa vers la Belgique a indiqué que la réunion ne pourrait se tenir que vendredi pour permettre aux retardataires d'arriver à Bruxelles. Le mouvement de libération du Congo et l'Union pour la nation congolaise, deux principales forces d'opposition à l'Assemblée nationale, ont déclaré ne pas être concernés. Le référendum sur la nouvelle constitution voulue par le président ivoirien aura lieu entre septembre et octobre 2016. Alassane Ouattara a annoncé la nouvelle ce mardi lors d'une rencontre avec l'opposition au palais présidentiel à Abidjan. L'engagement pris par le président ivoirien d'œuvrer pour la rédaction d'une nouvelle constitution lors de sa campagne présidentielle se concrétise. Le référendum sur la nouvelle constitution ivoirienne aura lieu entre septembre et octobre prochain. Il se fera en prélude aux législatives devant se dérouler en novembre-décembre. Début juin, Alassane Ouattara a mis en place un groupe d'experts qui fera d'ici un mois des propositions. Les modifications qui seront apportées à la Constitution ivoirienne tiendront compte de l'histoire, de la culture ainsi que des valeurs qu'entend promouvoir le pouvoir en place. Le président Alassane Ouattara a souligné que seront consultés l'opposition, les chefs traditionnels, les guides religieux, la société civile, les associations de jeunes et de femmes en vue de la rédaction de cette nouvelle constitution. Au nombre des points à l'étude, la clarification de l'éligibilité, la création d'un poste de vice-président et d'un Sénat, la suppression du poste de Premier ministre et l'établissement de calendriers électoraux immuables. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a toutefois souligné que le président n'avait pas l'intention de toucher à la limitation du nombre de mandats présidentiels. La justice militaire burkinabé renonce à lancer un nouveau mandat contre Guillaume Soro pour son implication présumée dans l'affaire du putsch manqué du général Gilbert Diendéré. Le parquet militaire opte désormais pour la procédure de dénonciation auprès de la justice ivoirienne. Il revient donc à cette dernière d'appliquer la loi et de poursuivre Guillaume Soro. Suivant. La procédure de dénonciation est une procédure qui est prévue donc en droit précis burkinabé. C'est une procédure qui permet tout simplement à une victime burkinabé ou à une autorité judiciaire burkinabé qui a connaissance d'une infraction commise par un contre un burkinabé ou par un burkinabé hors du pays et qui se réfugie au Burkina, soit qu'on poursuit ce burkinabé ou celui qui commet une infraction contre le Burkina en dehors du Burkina, nous saisissons dans son état et nous portons donc à la connaissance dans cet état donc les faits qui sont incriminés à son citoyen et nous lui demandons tout simplement donc d'appliquer la loi. Le siège se trouve dans l'article 4 de notre code pénal. Maintenant, ce qui concerne les mandats, naturellement, si nous dénoncions et que nous attendons donc que l'autre partie réagisse, ça veut dire que nous n'avons plus intérêt à émettre un mandat contre M. Guillaume Soro, puisque nous avons cité les obstacles juridiques que nous avons énumérés dans notre déclaration. 3 journalistes nigériens sont emprisonnés pour avoir publié des documents relatifs à une fraude à un concours pour devenir fonctionnaire. On les accuse de publication de documents parce qu'ils ont fait paraître les facsimiles de listes envoyées par des personnages éminents de la société nigérienne au directeur des admissions des agents de la santé publique.
Une véritable confusion règne au Niger sur le contrôle de la ville de Bosso. Alors que le maire annonce qu'elle est aux mains de Boko Haram, le gouvernement nigérien, lui, à travers son porte-parole, dément ces informations. Le maire de Bosso aurait parlé à partir de Difa. Le ministre de la Défense nationale s'était rendu à Bosso et il est rentré à Niamey hier à 14 h. Il est venu rendre compte au Conseil des ministres de la situation à Bosso. Il nous a dit, et nous le croyons, que la ville de Dosso est sous contrôle depuis le lendemain de l'attaque du 3 juin. Nous ne pouvons pas croire que dans un pays qui se veut respectable, que des citoyens s'acharnent à vouloir que des drames se produisent dans leur pays, qu'ils s'acharnent à inventer des situations dramatiques, comme si cela ne les affecte pas, comme si cela n'affecte pas une population sœur. Nous voulons dire ceci. Il y a des moments pour la politique, il y a des moments pour le travail. Et aujourd'hui, il faudrait que nous nous soudions derrière notre armée pour qu'elle travaille, qu'elle rétablisse l'ordre définitivement sur notre frontière, qu'elle assure la sécurité de la population de la région de Difa et qu'elle continue à enregistrer les gloires, les réussites, les succès qu'elle a enregistrés pendant ces 2-3 ans pendant lesquels nous sommes affectés par la secte Boko Haram. Mais nous pouvons vous le confirmer, Dosso est entièrement sous contrôle de l'armée nigérienne. Au Bénin, l'édition 2016 de la Journée africaine des forêts a simultanément été célébrée avec la 3e édition de la Semaine des frontières béninoises. Une initiative de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. Elle vise à mieux sensibiliser les différentes cibles sur le caractère sensible et géostratégique des espaces frontaliers. Le ministre de l'Intérieur, autorité de tutelle à l'ouverture des assises, Saka Lafia, intervient ici au micro de Joaillier Tondi et Floris Dossa. Mesdames et messieurs, chers invités, aujourd'hui, les zones frontalières sont le siège de l'insécurité, de la criminalité transfrontalière, du terrorisme et de l'extrémisme violent. Conséquence de l'extrême pauvreté, de l'enclavement et de la marginalisation qui les caractérise. C'est pourquoi, depuis 2007, le gouvernement de la République du Bénin a pris la mesure de l'importance de la question en élevant la gestion des frontières au rang des priorités nationales. Malgré ces avancées significatives, beaucoup reste à faire. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'inviter tous nos partenaires à participer avec le Bénin à la prise en charge des espaces frontaliers en accompagnant les efforts de la BGF. Depuis lundi, les fidèles musulmans du Cameroun ont entamé une période d'abstinence et de prière. Une période du Ramadan qui se déroule dans un climat d'insécurité dans l'extrême nord du pays. En ce mois spécial, les fidèles musulmans vont devoir se lever au coucher du soleil, s'abstenir par piété de manger, boire, d'avoir des relations sexuelles et de tout ce qui est susceptible d'annuler le jeûne. Des fidèles musulmans camerounais observent depuis ce lundi le début du jeûne de Ramadan après l'apparition du croissant lunaire. Le jeûne de Ramadan, c'est un commandement qui vient de Dieu le Tout-Puissant dans le Coran. Sourate 2, ayat 183. Pendant cette période d'abstinence, les fidèles musulmans devront se sacrifier au rituel. Il ne va pas manger dans la journée. Il ne va pas avoir l'affaire sexuelle avec son épouse dans la journée. Il ne va pas boire, il ne va pas manger jusqu'à la tombée du soleil. Un musulman doit lire le Coran plusieurs fois pendant le Ramadan. Pour le Ramadan de cette année, l'accent serait mis sur la paix et l'unité des Camerounais dans un contexte marqué par les attaques terroristes à l'extrême nord du Cameroun. Pendant cette période d'abstinence, les fidèles musulmans devront se sacrifier au rituel qui consiste, entre autres, à manger avant 5 h du matin et attendre 18 h pour casser le jeûne. Direction le Brésil, la présidente destituée Dilma Rousseff devrait pouvoir revenir en poste pour corriger les erreurs qu'elle a commises pendant son mandat. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt son prédécesseur et soutien, Luiz Inácio Lula da Silva, durant une réunion syndicale tenue ce lundi. Les détails.
Depuis que la présidente Dilma Rousseff a été écartée de la présidence le 12 mai dernier pour un délai maximum de 6 mois par le Sénat, dans le cadre d'une procédure de destitution controversée, accusée de maquillage des comptes publics, le Parti des travailleurs a perdu le pouvoir qu'il occupait depuis 13 ans, un cycle entamé par l'arrivée de Lula en 2003 à la présidence. Lundi, l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva a cependant reconnu que Dilma Rousseff, comme son propre parti, avait commis des erreurs, mais qu'il était encore temps de trouver des solutions. Je ne dis pas que Dilma n'a pas fait d'erreur. Elle en a fait. Et nous voulons qu'elle revienne pour qu'elle puisse corriger les erreurs qu'elle a faites et pour rendre les choses parfaites dans ce pays. L'ancien président accuse également le président par intérim Michel Temer d'abuser de sa fonction temporaire comme si Dilma Rousseff était définitivement destituée. Le président par intérim, Michel Temer, n'a pas porté un coup contre Dilma, mais contre la décision du Sénat. Car le Sénat l'a seulement nommé président par intérim. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. L'ancien président du Brésil, Luis Ignacio Lula da Silva, a affirmé ce lundi que les attaques dirigées contre lui étaient le signe de la crainte de ses adversaires de le voir présenter sa candidature à la présidentielle de 2018, une décision qu'il dit ne pas avoir prise compte tenu de son âge. Puis en Turquie, une attaque à la voiture piégée a visé ce mardi la police dans un quartier historique d'Istanbul. Elle a fait 11 morts, dont 7 policiers. La Turquie est sujette à une récente série d'attentats attribués aux djihadistes et aux rebelles turcs. Les précisions. 7 policiers et 4 citoyens ont perdu la vie ce mardi dans une attaque au véhicule piégé qui visait la police anti-émeute. La bombe actionnée à distance a explosé dans un quartier historique d'Istanbul à 1 heure de pointe, au moment où passait un bus transportant des membres de la police anti-émeute. Une zone à proximité du Grand Bazar, important site touristique de la mégapole turque et de l'université d'Istanbul, la plus grande ville du pays. L'attentat s'est produit au 2e jour du mois de jeûne musulman du Ramadan et a été attribué aux djihadistes ainsi qu'aux rebelles turcs. 4 suspects ont déjà été appréhendés par les forces de l'ordre. Il faut dire qu'avec cette récente vague d'attentats, le secteur touristique turc qui a rapporté 31,5 milliards de dollars est frappé de plein fouet, victime d'une chute drastique des réservations pour l'été prochain. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.